Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement dans votre fauteuil et laissez-moi vous guider à travers la vallée du Champsaur, la vallée du Gap-en-Sey et tout ça au cœur du département des Hautes-Alpes. Une région, vous allez voir, où tout est bon, où tout est beau. Bref, on va se régaler. Les Hautes-Alpes, un territoire exceptionnel qui regorge d'initiatives individuelles et collectives ayant pour but d'améliorer notre vie. Un véritable laboratoire pour vivre autrement. Tome, pâte pressée, bleu, tous ces fromages vous parlent? Eric va nous initier à leurs secrets de fabrication. Des autruches dans le Gap-en-Sey. Non, vous ne rêvez pas. C'est le pari de Cindy et Raphaël, des éleveurs au grand cœur. Vous rêvez de vivre dans une maison écologique? Voici Romuald, architecte d'habitat bioclimatique et participatif. Comment vivre en pleine nature? Thomas et Étienne vont nous transmettre toutes les techniques du bushcraft. En vous promenant dans la vallée du Gap-en-Sey, arrêtez-vous ici. Nous voici dans la ferme pédagogique du col de Jarjaille. Cindy et son mari Raphaël sont des amoureux des animaux. Avec plus de 200 bêtes, petits et grands vont pouvoir découvrir les animaux de la ferme, mais pas que. Oui, vraiment, chez toi, on est entre l'Arche de Noé et Martine à la ferme. Martine à la ferme, c'est vraiment ça. C'est ça. C'est toi. Alors du coup, on va rentrer, on a quelques petits chevaux à les nourrir. petits bichots. Oh, ils sont trop beaux. Alors là, ils viennent de naître, ils ont 4 jours. D'accord. Non, les chiens, vous restez là, vous. Ouais. Ah, bonjour. Et donc ça fait partie des activités que tu proposes à la ferme. Voilà, alors à partir des vacances d'avril, les enfants peuvent donner le biberon aux petits chevreaux. Et après, des fois, on a des petits veaux, ils peuvent aussi donner le biberon. Ah, c'est génial ça. Donc ça, Cindy, ce sont des chèvres qu'on appelle angora. Les chèvres angora, voilà. C'est des chèvres qui sont élevées pour leurs poils, qui donnent une laine qu'on appelle le mohair. Je vais te récupérer un Voilà, biberon. regarde, elle a l'air d'avoir faim. Ah bah tu Hop là, veux là, là. Tu veux Oh. Vas-y, penche bien ton biberon pour pas qu'elle avale de l'air. Oh là là. Donc après, on fait transformer la laine par des artisans et puis on revend toute la laine à la ferme sous forme de pelotes, gants, tu veux dire, je peux bonnets, peut-être écharpes, me trouver chaussettes. Ah, chaussettes. Ça, chaussettes, c'est génial. Mais c'est pas le bonheur, ça, quand même? Des chèvres angora qui donnent une laine de qualité labellisée Mohair des fermes de France, une fibre naturellement douce et résistante qui vous protège du froid l'hiver et laisse le corps respirer l'été. Moi, j'adore. On cultive 22 hectares autour de la ferme. Oui. On fait du fourrage et des céréales pour pouvoir nourrir tous nos petits animaux. Oui, parce que tous les animaux qu'on voit là, ils vont aussi gambader dans les grands espaces qui sont autour de nous. Ils ne sont pas juste cantonnés là, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Alors, Il y a à de partir- l'espace pour les bêtes. Ouais, à partir du printemps, ils sortent matin et soir pour pouvoir manger l'herbe autour. Bon, eh ben, Allons-y. là c'est un peu autre chose. Là, Non, j'ai pas peur, mais quand même, il y a une petite appréhension. Salut. On essaye? Ouais, vas-y, moi je Allez. te suis. Alors je te précise que les autruches ont un cerveau plus petit que l'œil, donc c'est pas non plus Et pourtant, futé. c'est ça. Et pourtant, elles sont curieuses. Voilà, donc quand elles font des trucs un peu bébêtes, ne me demande pas pourquoi. Hein. D'accord, ok. Remarque, le chien, lui, il rentre tranquille. Ils rentrent mais ils courent plus vite que nous. Parce que par contre, C'est elles courent ça, à oui, 70 elle court km/h. assez vite. Pour détenir des autruches, il faut un certificat de capacité. Parce que dans la réglementation française, c'est des animaux sauvages considérés comme dangereux. Donc, du Et nous, coup, on est au milieu. Voilà. Mais il n'y a aucun problème. En fait, les plus dangereux, ils sont là-bas. voilà, c'est les mâles. C'est ça, c'est les mâles. C'est Les eux. mâles défendent leurs femelles, alors du coup ils sont agressifs, donc ce qu'il faut faire attention, c'est les pattes. C'est parce qu'elles ont 2 doigts avec une grosse griffe, et il y a 400 kg de pression dans une patte d'autruche adulte. Ah, tu veux dire que ça, c'est 400 kilos de pression? Voilà, donc elles sont capables de tuer un lion. Rien qu'avec leurs pattes. Ah oui, quand même. Donc ça, c'est des femelles. Alors c'est pas encore. Elles ont leurs plumes de bébé encore. Si tu regardes bien, c'est des petites plumes avec un peu de marron clair, un peu de marron foncé. Petit à petit, elles vont changer de plumage vers 12-13 mois. Et là, on va reconnaître les mâles des femelles puisque les noirs vont devenir noirs comme cela. Ah, c'est à ça que tu reconnais... Bout des ailes et queue blanche, bec rouge devant des pattes rouges. Alors que les femelles, elles vont rester toutes grises, comme celle-là. Allez les gars, bah, allez-y, vous faites pas prier. Bon, tu m'as dit que les émeux, c'est comme ça que tu les appelles, ils étaient plus sympas. Les émeux, on peut les voir Émile Eh ben, et Émilie, on va aller voir une autre race, les cousins. les cousins.
C'est pas des autruches, mais quand même, je les ai vus de loin, ça. Bon, c'est votre dernier mot, les gars. Hein. On s'en va, nous. Hein. Tant pis pour vous. Voilà, donc ça c'est des émeus, ça vient d'Australie. Ouais, Ça a une tête un peu préhistorique aussi, mais eux ils ont 3 doigts au lieu de 2. ouais. Ils ont une espèce de cou bleu, pas les mêmes plumes. Je vais te laisser leur donner à manger, en fait, parce que vous en mettez partout, quand même. Hein. Ouais, d'ailleurs, tu as vu, hein, ils en ont aussi de partout. Emile. Oh. Ah ouais. Alors ils avalent direct. Mais là, c'est quoi? C'est pour la beauté de l'animal, pour l'avoir... Ouais, les émeus, c'était pour montrer un peu la différence entre les autruches et les émeus. Ouais. Et puis c'était aussi surtout parce qu'Émilie, même si elle est un peu paresseuse, elle fait des œufs magnifiques, qui sont vert émeraude. Ah ouais. Bon, par contre, elle en fait que 10 par an, à peu près. Et chez les émeus, il faut savoir que c'est le mâle qui court et c'est le mâle qui s'occupe des bébés. D'accord. Donc elle ne fait rien. Alors là, on n'a que les deux, mais dans la nature, sinon elle part voir d'autres copains, pendant que le mâle s'occupe des enfants. C'est pas mal aussi, à la fois. Tu en veux un petit peu? C'est pas mal, et Emile comme le mâle ne sait pas parler, il peut pas se plaindre. Elle est tranquille. Bon, vous êtes des sacrés passionnés d'animaux avec ton mari, quand même. Hein, parce que oui. là, vous avez un endroit... Non, je persiste, je signe. On est bien chez Martine à la ferme. Enfin, Cindy et Raphaël à la ferme. Bon, écoute, franchement, c'est super. Hein. Moi, je me suis régalée. Hein. Come here and visit my world. De retour sur Gap, il se peut que vous tombiez sur des constructions comme celle-ci, des maisons écologiques. Architecte engagé depuis plus de 35 ans pour la protection de la planète, Romuald de Marlin réalise des maisons bioclimatiques. Ici, aux Allouviers, c'est plus qu'un habitat, c'est une toute nouvelle façon de vivre. C'est ce qu'on appelle des habitats participatifs, où certains espaces de vie se partagent, comme le jardin ou encore la buanderie. Tu vois, Romuald, je suis ébahie parce que je trouve vraiment que c'est magnifique comme construction, cette maison bioclimatique. Mais alors, pour faire une construction bioclimatique, qu'est-ce qu'il faut savoir pour que ça soit bien fait? Ce qu'il faut, c'est avoir une démarche bien en amont, c'est-à-dire déjà construire avec des espaces tampons au nord, des bons matériaux, une forte isolation, bien orienter la maison, mettre des pentes de toit orientées dans le sens des vents dominants. Enfin, toutes ces choses, faire des petites façades nord et des grandes façades sud. Voilà, des petites choses basiques. Une maison faite en bois. Pourquoi Oui, le bois? Pourquoi le bois? Parce que c'est le seul matériau qui existe qui a la plus faible énergie grise et le seul matériau avec lequel on peut construire. Oui. Voilà, c'est une énergie complètement renouvelable qui peut se replanter et c'est en plus, on piège le carbone. Donc c'est un matériau absolument extraordinaire que la nature nous a donné depuis la nuit des temps. Oui, donc autant l'utiliser, effectivement. Moi, je verrais bien un petit peu l'intérieur, même si on verra une maison complètement finie juste après, mais on va reparler des matériaux à l'intérieur de la maison. Ah, mais il fait incroyablement bon dans cette maison. Et il n'y a pas de chauffage ici. Non, il n'y a pas de chauffage. Alors, comment tu chauffes? La bonne question. Alors, on chauffe déjà par les apports directs. Oui. Ça veut dire que pendant la journée, l'hiver, même s'il fait moins 10 dehors, ça chauffe par l'effet de serre. Il y a aussi un apport différé, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que pendant la journée, voilà, je touche là. Voilà, les murs capteurs se chargent en chaleur et la nuit, ils diffusent la chaleur à l'intérieur. Mais c'est des murs en quoi? Alors, c'est des murs en béton de chaux. Ouais. Voilà, 20 cm avec un enduit terre par-dessus, qui a une forte effusivité. Donc peint en noir de côté extérieur avec un triple vitrage. Donc ça veut dire que la chaleur ne peut pas ressortir. Et Elle est capturée. Elle est capturée et elle ressort à l'intérieur. Voilà. L'été, la nature aussi, elle est aussi bien faite. Le soleil est très haut sur l'horizon. Donc une toute petite casquette par les pergolas avec des vélums tendus. Permettent de s'affranchir des surchauffes qu'on pourrait éventuellement avoir. Moi, je voudrais bien aller voir ta maison, la première, celle que tu as construite il y a quelques années, pour voir un petit peu l'atmosphère quand c'est tout terminé. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Bon, eh ben, on va y aller. Vous nous suivez? Ah ben là aussi, il fait bon. Ah, puis ça sent bon, dis donc, chez toi. Ouais, aujourd'hui, je fais du pain. Oh, c'est bien, je vais rester. Je vais rester. Oh là là, qu'est-ce que c'est chouette. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Vous avez l'expérience
l'expérience de Romuald depuis 35 ans sur le bioclimatique. Moi, j'ai rénové ma maison en matière écologique. Je n'aurai qu'un mot à vous dire. Changez de vie et partons sur le bioclimatique. Connaissez-vous les techniques du bushcraft? Eh bien, si vous avez envie de vous déconnecter de la vie moderne et apprendre les techniques pour vivre dans et avec la nature, ce stage est pour vous. Et ce sont deux frères, Thomas et Étienne, amoureux de leur montagne, qui vont nous initier à des rituels utilisés depuis des milliers d'années. Alors Karine, Ouais. on te propose une petite promenade avec les enfants. Ouais. Tu t'es munie d'une musette. Oui, j'ai tout. L'idée, c'est de venir glaner ce que la nature nous offre et elle est très généreuse. Alors tu vois, par exemple ici, tu vas avoir du cynorhodon. Ah, mais Le on en fait de la cynorhodon, confiture on de en fait de la ça. confiture et on peut la faire aussi en tisane. Donc là, elle a bien gelé, elle a passé l'hiver, Ouais. donc elle est tout à fait mangeable. Je peux la manger comme ça? Tu peux la manger comme ça. Il y a une pulpe à l'intérieur que tu peux manger. Tu recraches les pépins et c'est goûteux. C'est un concentré de vitamine C. Bah, je vais prendre l'arbre alors. Ouais, Oh, c'est bon, hein? c'est sympa. Ouais. Donc ça, on peut le mettre dans une théière avec de l'eau bouillante. On les écrase Ouais. et on extrait la pulpe et ça te fait des jus. On a l'impression en fait c'est du jus de tomate. Nous, on en fait du ketchup à la maison. Ça veut dire 40%, du ketchup naturel. ouais, 40% de tomates, 40% de cynorhodon. Et Ouais. puis après, par contre, il faut un peu épicer, un peu de vinaigre, et voilà. Et là, ce que je te propose, Karine, c'est d'aller, puisqu'après on va t'initier à une technique de feu. On va compter sur toi pour nous allumer notre feu. Je te Bah, propose je vais- oui. de ramasser de l'herbe Ici, vous pouvez en ramasser. qui va te permettre de passer de l'état de braise à une flamme, qui nous permettra d'allumer notre feu. Et ça, tu vas le mettre dans ta pochette aussi. Hop, Tiens, j'ai encore de la place. ça servira aux enfants pour les initiations. On retourne au camp pour Allez, s'occuper du déjeuner. Allez, on y va. C'est parti. Vous nous suivez? Donc là, Thomas, dans un stage, on apprend à faire du feu. Alors, il y a plein de techniques pour faire du feu, mais là, on va en faire déjà 2, ça sera déjà pas mal. Le reste, il faudra venir voir Thomas et Étienne pour les réaliser. Voilà. Donc là, je t'ai mis un petit échantillon de quelques techniques qui ont été utilisées tout au long de l'histoire de l'humanité. Ouais. Donc on a principalement les techniques par friction de 2 morceaux de bois D'accord. qui sont ici. Ouais. Et ensuite, on a des techniques par percussion. Alors moi, j'aime beaucoup cette technique, c'est celle que j'utilise le plus parce que c'est la technique qui a été utilisée le plus longtemps. Donc D'accord. elle date de l'âge du fer, à peu près Ouais. moins 2000 avant notre ère. Et elle était encore utilisée, ou elle aurait été encore utilisée dans certains pays. Donc on utilise ce morceau de fer Ouais. et on utilise un morceau de silex. Toujours le silex. Toujours le silex en base, en fait, c'est ça. Voilà, donc tu vois, je viens percuter comme ça Ouais. pour faire mes étincelles. Tu vois les D'accord. étincelles? Tu essayes? Alors cherche un endroit qui soit bien saillant, voilà. Ah, tu as vu là? Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes, c'est un bon début. Alors maintenant on arrive à faire des étincelles, mais c'est pas tout. D'accord? Il faut qu'on que ça prenne. puisse produire une braise. Alors la braise, ce qu'on utilise, du coton carbonisé. Et ça, c'est D'accord. ce qui va permettre de réceptionner l'étincelle et de passer à une braise. Et ce morceau ensuite, il va falloir le mettre dans ton nid, le souffler et avoir ta flamme. On teste? La magie du feu, carrément. Bon. Non, toujours pas. Si, regarde. Tu vois, il a pris en bas. Voilà, super. Maintenant, tu viens le placer, mets-le vite dedans parce que tu vas te brûler les doigts. Tu viens le placer dedans et tu viens le tenir avec tes mains en bas. Regarde. Bravo. Super. Bravo. Pas mal quand même. Ah hein. oui, carrément. Bravo, bravo. Ah, mais j'ai un bon professeur. Ouais, génial. Il y a un moment donné dans un stage de survie où il faut un peu donner de sa personne. C'est ça, Étienne? Ouais, c'est ça, Karine. Ah, parce que là, on est comme en maillot de bain, en plein hiver, pour faire une nouvelle activité. Je te propose une hutte de sudation. Ouais. Alors, c'est le beau tipi, la tipi tente qui est devant.
Alors, on va être à l'aise parce qu'on peut rentrer à 15. On est avec les enfants, moi je les emmène avec moi. Ah, les enfants vont faire ça avec nous. Donc Thomas est en train de rapatrier des pierres qu'on fait chauffer depuis 2 heures dans le feu. Ouais. On va tous rentrer dans le tipi sauna, huile de sudation. Bon, eh ben, on va se mettre au chaud du coup. Vous venez Allez, les enfants? c'est parti. Allez, on y va. Tu veux te mettre à côté? Tiens, viens Ouais. te mettre de l'autre côté, ma puce. Voilà. L'idée de faire une tente de sudation, elle vous est venue d'où? C'est un rituel ancien? C'est un rituel amérindien. Il faisait ça, c'était une façon de se purifier, purifier son corps. Voilà, c'est juste une reprise de rites traditionnels, pas forcément français du coup, mais la civilisation amérindienne nous a beaucoup apporté, notamment sur la cueillette des plantes, tout l'aspect imaginaire, les étoiles. Voilà, alors moi je trouve intéressant de pouvoir reprendre certaines de ces traditions et de la mettre au goût du jour dans notre société moderne. Le problème c'est qu'on n'arrive plus à se poser. Et tu vois là, on se pose, on discute. C'est vrai. Ouais, Revenir à l'essentiel. Je trinque à ça. chill. Hop. Et pour vivre l'aventure jusqu'au bout, nous terminons par un petit bain bien rafraîchissant. Dans les Hautes-Alpes, le produit star, c'est lui, le fromage. Pâte pressée cuite, pâte persillée, croûte lavée, fromage frais, il y en a pour tous les goûts. Mais pour obtenir un fromage de qualité, il faut avant tout une bonne matière première. Direction la ferme du Col de Manse, chez Michel Borel. Il a choisi le travail en bio pour donner le meilleur à sa terre, à ses vaches et aux consommateurs. Toi, Michel, tu as choisi l'élevage extensif. Tu as décidé de travailler en bio. Ah bah tiens, tu vois, elle répond. Ça s'est fait comment, la transition? Raconte-moi un peu. Bah, l'élevage, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment un choix au départ et c'était pas très épanouissant. Et le jour où j'ai fait le choix d'être en bio, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que, curieusement, c'est extrêmement technique. Ouais. Donc intéressant. Intéressant. Il a fallu d'abord oublier tout ce que j'avais appris, ce qui était un peu Faire un reset total. une révolution. Et puis, réapprendre beaucoup de choses, et surtout apprendre à communiquer avec les animaux, apprendre à communiquer avec son sol, sa terre. Ouais. Donc, puisque tout est la base, c'est la terre. C'est ça. La terre nourricière. Voilà. Donc, il y a eu toute une réflexion mise en place. J'ai repris des formations, et puis petit à petit, on découvre tous les jours, on apprend tous les jours. Salut toi. Donc de la Montbéliarde. Voilà, celle-ci, elle s'appelle Faune. Salut Faune. Pour avoir du bon lait, il faut que tes vaches, elles mangent bien. En fait, le point, surtout, c'est à la récolte qu'il faut qu'il soit bon, mais c'est surtout au semis où on mélange une multitude de variétés d'espèces pour qu'il soit le plus riche possible. Le principe du bio, c'est de prévenir. L'idée, c'est que le troupeau soit en bonne santé, au lieu d'éviter, ça nous évite de soigner. Le préventif, c'est des cures, chlorure de magnésium en hiver. Vitamines, donc les vitamines, on les amène sous forme d'huile de foie de morue, vitamine A2, 3E. Elles grimacent pas, elles, avec le foie de morue. Non, elles aiment plutôt bien. Elles sont sympas, Ouais. elles sont sympas, Ouais. tes vaches. Et puis, elles ont du charbon, elles mangent du charbon de bois, c'est purificateur. Voilà, des choses simples. Ça va les filles? Elles sont bien là, hein? Arrive l'heure de la traite pour les 36 pensionnaires de Michel. Une traite mécanique réalisée 2 fois par jour, le matin et le soir. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça m'émeut. Voilà. Et de suite, le lait, il arrive. Faut que ça prenne vite, hein. Bon, ça va. Je pars en vacances la semaine prochaine. Oui, officiellement, je vais remplacer Michel. Si. Donc là, Michel, le lait que tu récupères de tes vaches, il y a
un objectif particulier. Ce qui est très intéressant, c'est que le lait qu'on prélasse ce soir, Ouais. demain, on va faire de la meule. Donc la meule, c'est l'appellation qu'on a donnée au fromage qu'on veut faire, la meule du col de Mars, Ouais, qui en fait est un type gruyère. d'accord. Une fois la traite terminée, Michel et moi apportons les 1000 litres de lait à la laiterie du col Bayard. Hop là. La famille Bertrand et leur équipe fabriquent les fromages de la région depuis les années 60. Et bonjour monsieur, c'est pour une livraison. Éric Marcelin est responsable de la pasteurisation. C'est lui qui va transformer le lait des vaches de Michel en un fromage de type gruyère. Riche de sa tradition fromagère, le département des Hautes-Alpes représente 78% de la production laitière de la région PACA. Donc là Eric, on a récupéré tout le lait de Michel. Là tu vas commencer par On a quoi? réceptionné le lait cru, Ouais. on l'a pasteurisé. Et là, on va ensemencer en ferment. Alors juste qu'on se mette d'accord sur la pasteurisation. Ça sert à quoi? Explique-moi un petit peu. La pasteurisation, elle sert à tuer tous les micro-organismes qu'il y a dans les indésirables Ouais. et désirables aussi. D'accord. Et après, on re-ensemence avec des ferments de notre choix. C'est ce que tu vas rajouter là? Voilà. Et là, la maturation dure 1 heure de temps. Donc c'est le moment où on va aller prendre un café, toi et moi. Voilà, là, on aura un peu plus de... Bon, à mon tour. Il y a un geste précis ou vraiment je remue Non, non. De partout. c'est tout. J'ai jamais brassé autant de litres de lait à la fois quand même. Hein. La fabrication du fromage, bien qu'ancestrale, est toujours régie par les mêmes règles. Le lait transformé, qu'il soit de vache, de brebis ou de chèvre, permet d'élaborer 1000 sortes de fromages tous différents. Mais reprenons le cours de notre travail, car il est temps d'ajouter la présure. Donc ça permet de faire coaguler le lait et d'avoir ce merveilleux petit cahier. Voilà. Et pourquoi tu le découpes? Pour qu'après il continue à bien... Former un grain. Ouais, Et après, on va faciliter l'égouttage à partir de ce grain. d'accord. Ça, c'est fou comme la couleur elle a changé là. Ouais. Alors là, on a une température 34 Ouais. et on va monter jusqu'à 58 degrés. Je vais plus avoir de bras ce soir. À ce stade de la fabrication, le cahier sera égoutté permettant d'évacuer l'excédent de petit lait. Selon le type de fromage, on pressera plus ou moins longtemps et fortement. Puis viendra le temps du salage, le sel, élément indispensable pour permettre au fromage de bien se développer. Enfin l'affinage, étape cruciale qui permet au fromage de prendre toutes ses lettres de noblesse. Il était temps à un moment donné qu'on passe à la dégustation parce que j'ai fait du fromage toute la matinée, Sébastien. Mais maintenant, je voudrais vraiment goûter. Là, tu m'as préparé un très beau plateau de fromage, mais il faut qu'on comprenne qu'il y a quoi? 10% de tout le fromage des Hautes-Alpes? À peu près, ouais. Parce que déjà, rien qu'à la laiterie, on en fabrique pratiquement une quarantaine de variétés différentes. De toute façon, vous êtes leader sur PACA, en fait, au niveau des Hautes-Alpes. C'est là où il y a le plus de litres de lait collectés, en tout cas de De toute vaches. façon, les vaches, elles sont quasiment qu'ici. Donc, au plus on va descendre, au plus il va faire chaud, au moins il y aura de vaches. Donc, C'est vrai, c'est vrai. donc il y aura encore un peu les brebis et les chèvres dans le Var, etc. Mais c'est vrai que la production fromagère, elle est uniquement quasiment concentrée sur les Hautes-Alpes. Alors, on va détailler un petit peu. Celle-ci, vous voyez, celle-ci, la magnifique, c'est la tome de Michel. Qu'est-ce que tu me ferais goûter pour commencer? Là, j'arrive, je voudrais goûter du fromage. Pour en acheter, tu me ferais commencer par lequel? En général, dans la dégustation, on commence par les fromages les plus doux. Oui. Donc le moins affiné de la sélection aujourd'hui, ça va être la tome qui vient aussi du lait bio de M. Bourrel. C'est nous qui l'affinons dans la petite cave dans notre musée, Ouais. en affinage avec des fleurs. Est-ce que comme t'aimes on peut voir. bien, toi, affiner tes fromages? Ça permet d'avoir des colorations et des goûts un peu particuliers au fromage, donc c'est quand même assez intéressant de les faire évoluer. On peut les voir là, il y a
Celui-là, il a presque 2 mois d'affinage, celui-là, il en a 3, celui-là, il en a 6. On voit l'évolution parfaite des croûtes. C'est clair. Donc c'est assez joli, hein. C'est vivant, ça évolue. Donc on goûte celui-ci. Allez, on va goûter celui-ci. Alors, ça, c'est la tome du Champsaur qui a fini dans la petite cave. C'est bon. Nous, on va continuer à goûter un petit peu les fromages avec Sébastien. Et puis, je vous propose de venir ici rendre visite à Sébastien qui vous donnera toutes les autres explications sur tous les autres fromages. Et Dieu sait qu'il y en a. On a dit 1000, un peu plus de 1000 pour la France. Merci Sébastien.